Raconteuses et raconteurs, bienvenue dans La Machine à écrire, le podcast de celles et ceux qui créent des histoires. Ce premier épisode de la 4e saison arrive doublement trop tard. D'abord, et ce n'est pas la principale raison, parce que vous êtes nombreux à nous avoir demandé de nouveaux épisodes depuis la rentrée de septembre. Ensuite, et c'est là une raison bien plus triste, parce qu'entre l'enregistrement de ce que vous allez entendre il y a quelques jours et sa mise en ligne, l'une des principales héroïnes de ce récit nous a quittés. Madeleine Riffaut, grande résistante, poétesse et symbole de la liberté, est décédée la semaine dernière à l'âge de 100 ans. Madeleine, par son courage et sa plume, a marqué des générations en incarnant la lutte, la résilience et l'engagement. Cet épisode lui sera donc dédié, à travers les mots de Jean-David Morvan, avec qui elle a écrit les 3 premiers tomes de l'adaptation de sa vie, faisant de lui au passage un membre de sa famille de cœur. Nous espérons contribuer à lui rendre hommage. Dans cet épisode, nous allons en effet parler de récits de courage, de résistance et de mémoire collective, aux côtés de 2 invités exceptionnels. Le premier, Thomas Legrand, est un incontournable journaliste et éditorialiste politique que vous avez notamment entendu sur France Inter ou lu chez Libération. Son dernier ouvrage, Les Évasions perdues, est une bande dessinée racontant l'histoire captivante de son père, jeune aspirant officier pendant la Seconde Guerre mondiale, capturé et envoyé dans un stalag. L'album, dessiné par François Varzala, évoque l'université de la collaboration mise en place par le gouvernement Pétain et le Troisième Reich pour endoctriner les officiers français. Il évoque aussi la responsabilité sociale des élites en temps de crise et les dilemmes moraux de la résistance, sujet qui résonne jusqu'à nos propres défis contemporains. À ses côtés, nous avons le plaisir de recevoir Jean-David Morvan, scénariste de bande dessinée prolifique avec plusieurs centaines d'albums au compteur. Il nous parlera de son travail sur la vie de Madeleine Riffaut, coécrit avec elle et dessiné par Dominique Bertaille, mais également d'Au revoir Birkenau, sur Ginette Kolinka et des autres résistantes et résistants qu'il a souhaité mettre en image. Avec sa sensibilité unique, il nous racontera comment il s'appuie sur les témoignages de ses héros et ses héroïnes pour rendre hommage à leur engagement et transmettre aux jeunes générations les valeurs de courage et de résilience. Avec eux, nous abordons l'importance du récit dans le travail de mémoire et de transmission et interrogeons leur processus créatif. Comment transformer des faits historiques en récits captivants, tout en respectant l'authenticité des témoignages? En quoi les récits de guerre et de résistance peuvent-ils nous aider à réfléchir sur nos responsabilités actuelles? Quelle liberté créative les auteurs peuvent-ils prendre sans trahir l'essence d'une histoire? C'est à toutes ces questions et bien d'autres encore que nous allons répondre dans cet épisode de La Machine à écrire. Laissez-vous emporter par ces histoires empreintes de courage, de dilemmes moraux et de mémoire partagée. Je suis Mike Cesno. Et je suis Yannick Lejeune. Générique! Eh bien bonjour. Bonjour. Pour commencer ce podcast, on a une question rituelle, c'est qu'est-ce qui fait une bonne histoire? Moi, je dis toujours qu'une bonne histoire, c'est 2 idées qui se confrontent, c'est pas une seule idée, il en faut 2 choses a priori antinomiques qui se rentrent dedans. Moi, je suis journaliste, alors ce qui fait une bonne histoire, c'est qu'elle soit vraie et surprenante à la fois, et qu'elle dise quelque chose de nos vies, mais c'est une bonne histoire journalistique. Et j'ai pas la prétention de définir une bonne histoire pour une BD. Quand tu dis vrai, tu parles d'un fait réel ou qu'elle soit authentique dans ce qu'elle raconte? Plutôt authentique dans ce qu'elle raconte, et partir de faits réels. Mais encore une fois, c'est le point de vue journalistique. Si je devenais un vrai scénariste de fiction, je dirais autre chose. Pour une bonne histoire, même en BD, qui est faite par un journaliste, moi en l'occurrence, je suis toujours attaché quand même à la véracité des choses. Mais effectivement, on invente les dialogues, on invente quelques situations, on prend quelques libertés par rapport aux critères journalistiques. Faire une BD quand on est journaliste, c'est un petit échappatoire où on laisse notre imagination aller là où elle ne doit pas aller quand on est journaliste. Pour aller sur le thème qui vous relie aujourd'hui, qu'est-ce qui fait une bonne histoire de résistance? En fait, une bonne histoire de résistance, c'est comme une bonne histoire d'autre chose. Donc, c'est pas le fait de raconter la résistance qui fait une bonne BD. C'est même pas un bon sujet qui fait une bonne BD. C'est un bon traitement. C'est une bonne manière de raconter les choses. Pour le cas présent de Madeleine Résistante, je pense que c'est Madeleine qui fait une bonne histoire de résistance. Et après, c'est Dominique et moi qui faisons la bande dessinée. Donc, on essaye de se montrer à la hauteur de ce qu'elle nous apporte comme témoignage. Alors, Dieu sait qu'elle est elle aussi très vive et très présente sur le scénario. C'est-à-dire je suis obligé de lui relire parce qu'elle est aveugle. Donc, je crois que le tome 2, je lui ai relu 16 fois. Et donc, elle me dit, oh, voilà, t'es un peu bavard, hein, tu peux couper un peu. Là, la scène, je crois qu'on la comprend pas bien. Donc, voilà, elle travaille vraiment comme ça. Tu lui décris les dessins? Ouais, je lui décris tout, ouais. C'est parfois un peu long quand elle me dit bon allez on la relit. Je suis là oh, mais on l'a fait il y a 3 jours. Ouais mais c'est important et je sais qu'elle a raison, c'est important. Et je me dis qu'avec Dominique on a passé 25-30 ans à faire de la bande dessinée de genre
et que finalement peut-être ce qui différencie Madeleine de pas mal de bandes dessinées de témoignages aujourd'hui, qu'il y en a beaucoup, c'est peut-être cette habitude-là qu'on a eu de faire du genre, c'est-à-dire qu'on fait pas une BD Wikipédia, on fait une BD qui utilise tous les codes qu'on a appris, la manière de raconter par l'image, d'emmener le lecteur dans l'émotion, de se dire il vaut mieux faire vivre le lecteur que lui faire lire une bulle, c'est plus fort, ça prend plus de place mais c'est plus fort, comment est-ce qu'on va mettre en scène telle scène, qu'est-ce qu'on va faire, donc toutes ces questions-là qu'on se pose dans le genre et la fiction en général, en fait on l'a mis dans le témoignage de Madeleine, ce qui nous évite d'avoir de temps en temps un gros portrait et une tartine de texte impossible à lire. Moi, les histoires de résistance qui me plaisent et qui me touchent, c'est quand on comprend pourquoi et le cheminement, qu'est-ce qui les amène à résister. Pas spécialement la résistance d'un gars ou d'une fille qui a un tempérament téméraire, une âme téméraire et qui, outré par la situation, évidemment, n'écoutant que son courage, y va. C'est quand la résistance est due à des scrupules. C'est tous ces petits processus qui amènent à dire non, là c'est pas possible. J'ai peur, j'y vais quand même, mais c'est pas possible. Et si je le fais pas, ça sera encore pire pour moi de pas avoir agi. Moi, je suis pas un auteur de BD à la base et je peux pas dire qu'est-ce qu'une bonne BD sur la résistance et même qu'est-ce qu'une bonne BD tout court. Mais quand on regarde l'Armée des Ombres, ce sont des gens finalement assez normaux et qui font des choses dures avec une sorte de détestation. Ils aiment pas faire la guerre. Ils sont obligés et c'est le scrupule, c'est la morale, c'est quelque chose. C'est pas le courage brut, la témérité. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. C'est une sorte de circonstance qui amène à agir pas comme les autres pour sauver l'essentiel, quoi. On n'a pas besoin d'être auteur de BD pour savoir ce qu'est une bonne BD ou aimer une bonne BD. Il suffit d'être lecteur de BD. Et c'est bien déjà. C'est bien. C'est vrai, oui, c'est vrai. Mais contrairement à toi, moi, j'ai l'impression de tâtonner, d'apprendre et je peux pas encore dire comment faire une bonne BD, quoi. On va commencer par Thomas. On se rend compte à l'occasion de la sortie de ta bande dessinée, donc Les Évasions perdues, qui est sous-titrée Stalag, l'université de la collaboration, et qui est dessinée par François Varzala. Est-ce que tu peux nous pitcher l'album pour les gens qui l'ont pas encore lu? C'est l'histoire d'un élève officier, donc d'un aspirant, qui se retrouve dans un stalag particulier. Un stalag qui est fait uniquement pour les aspirants. Et ce stalag, qui se trouve très très loin, en Prusse orientale, aujourd'hui c'est la Russie, cette petite enclave russe entre la Pologne et les pays baltes, ce stalag est en fait une université de la collaboration. C'est-à-dire que c'est un stalag négocié entre Vichy et les nazis pour former les futurs cadres, la future élite de l'armée européenne qui ne saurait perdre et qui va gagner dans quelques mois, se dit-on, fin 40, et régner sur l'Europe. La France doit avoir ses officiers dans cette future armée et elle propose aux Allemands de réunir tous les étudiants officiers. Mon père en était un, il avait 19 ans au début de la guerre. Et il est dans ce stalag. Et il cherche à s'en échapper. Je vous expliquerai pourquoi et comment si vous voulez. Mais au départ, c'est une histoire un peu personnelle, parce que c'est l'histoire de mon père. Mais en creusant, j'ai vu cette spécificité de ce stalag et il y a un aspect très journalistique. J'ai retrouvé des documents et je suis content que mon métier de journaliste et cette histoire personnelle ait pu faire un livre qui, je pense, peut intéresser au-delà de ma famille. Et toi, Jean-David, Madeleine, on la connaît un petit peu parce que vous en êtes déjà au 3e tome et que c'était une figure qui mérite d'être connue. Est-ce que tu peux quand même nous pitcher un petit peu cette trilogie? Alors les gens savent pas où on est, mais je peux dire qu'ici on est quasi à l'endroit où Madeleine avait sa barricade le 25 août 1944 au moment de la prise de la République. Ça me fait toujours bizarre de venir ici. Je viens souvent parce que je prends des photos et tout ça, où des amis à elle sont morts là tout près, etc. Donc c'est cette histoire-là en fait. C'est l'histoire d'une jeune fille élevée dans la Somme par des parents instituteurs, un père qui a fait la Première Guerre mondiale, qui est blessé de guerre et qui, comme tout le monde, est anti-guerre. Et puis qui se rend compte en 1936 que si on veut la paix, il va quand même falloir refaire une guerre contre les Allemands. Par rapport à des gens qui disent il vaudra mieux collaborer parce qu'on veut plus de guerre. Donc en fait, il y a une scission là dans les pacifistes intégraux. Madeleine suit le mouvement. Son grand-père est anarchiste, donc ils sont dans ce mouvement-là. Et puis quand arrive l'occasion pour elle, après un séjour au sanatorium à Saint-Hilaire-du-Touvet à côté de Grenoble, de rentrer dans la résistance, elle vient à Paris, elle trouve un moyen d'entrer et elle entre. Et donc c'est l'histoire de elle, de ses compagnons, de tous ces gens-là qui ont fait la résistance dans l'ombre à Paris à cette époque-là. Elle dit mon maquis c'est Paris. Donc voilà, ici on est dans son maquis. C'est marrant parce que dans le tome 1, on raconte un moment où elle se fait agresser par des Allemands. Et il y a cette agression qui est presque une agression masculiniste plus que politique. Et dans la manière dont c'est amené, c'est presque ça qui fait l'élément déclencheur de je peux pas me laisser faire pour elle. Et là, t'en parles pas du tout. Pour toi, c'est anecdotique ou c'est vraiment une base de sa manière de s'engager? Non, c'est vital, mais je pense que c'est vital non seulement dans l'histoire de Madeleine, mais dans l'histoire en général. C'est-à-dire que elle rentre dans la résistance parce qu'elle est humiliée par les Allemands, qu'elle supporte pas l'humiliation et qu'elle voit son pays humilié aussi.
mais c'est d'abord personnel. Et je pense que l'humiliation, c'est ça qui fait rentrer les gens dans la résistance. Il y a un documentaire formidable qui s'appelle Faire quelque chose, dont Madeleine fait partie, qui a été fait dans les années 90-2000, je sais plus, et où il y a plein d'anciens résistants, et en fait, ça s'appelle Faire quelque chose, qui paraît une phrase assez banale, mais en fait, ils l'ont tous cette phrase-là. C'est-à-dire que, en fait, ils ont vu les Allemands autour d'eux, et des gens en uniforme, des chars, ils se sont dit, il faut que je fasse quelque chose. Ils savent pas quoi. Ils ont inventé cette résistance-là. Madeleine fait partie de ces gens-là, et donc l'humiliation est importante. J'ai fait deux BD sur Robert Capa aussi, le photographe de Magnum, et Capa il dit quand juste avant de mourir, il était en Indo avec les soldats français à Piradis et Bien Phu, et en fait il roulait à toute vitesse entre les rizières, sur les routes qui sont au-dessus des rizières, et il disait je voyais les motards de l'armée française. Lui a vécu très longtemps en France, c'était quasi un Français, Capa. Les motards de l'armée française poussaient les jeunes qui marchaient sur les routes dans les rizières à coups de pied pour aller plus vite. Et donc il dit tous ces gens-là, on va les retrouver plus tard dans la résistance ou dans le Viet Cong, parce qu'en fait c'est comme ça que naît la résistance. Et c'est comme ça partout. Si on prend des exemples aujourd'hui, on se rendra bien compte que un gamin qui voit toute sa famille tuée, qu'il soit d'un côté ou de l'autre, il aura envie de se battre plus tard. Donc tout ça est logique, et donc c'est pas du tout anecdotique, effectivement. Thomas, toi, c'est l'histoire de ton père. Qu'est-ce qui te pousse à raconter cette histoire à ce moment-là de ta vie? Comment t'abordes le sujet avec ton père? Ça fait longtemps. Moi, je suis le dernier de 8 enfants, et mon père m'a eu tard. Il avait 43 ans, et donc quand j'étais ado et tous mes frères et sœurs étaient déjà partis, quand il était en retraite et on a eu enfin du temps, il a beaucoup bossé, travaillé tard, on le voyait peu, et puis il voulait pas parler de toute cette période parce que les stalags et l'enfermement, c'est un point aveugle un peu de l'histoire de France, de la Seconde Guerre mondiale. Il y a rien de très glorieux. Il y avait les monstruosités de la Shoah, il y avait la gloire de la résistance, il y avait l'événement incroyable des batailles comme le débarquement ou Stalingrad, très spectaculaire. Et puis il y avait 1 800 000 Français dans des stalags qui zonaient un peu, qui souffraient bien sûr, mais ça avait rien à voir avec les camps de la mort ou les camps de concentration. Et puis ça faisait suite surtout au traumatisme de juin 40, qui, vous imaginez, pour un jeune homme de la bourgeoisie du Nord qui voulait être officier, juin 40, c'est une fêlure énorme. Et il faut préciser qu'il s'était engagé alors, avant la guerre pour se former un peu. Il était aspirant, il voulait être officier, donc il faisait une école préparatoire pour intégrer Saint-Cyr ou Polytechnique. Et quand la guerre a été déclarée, il avait 19 ans, il n'était pas encore incorporable, et il a été volontaire. Bon, une formation rapide, et on l'a mis à la tête d'une petite section de tirailleurs. Quand après la drôle de guerre, les Allemands sont arrivés, je passe rapidement, il est fait prisonnier et il est envoyé dans un stalag normal, un stalag dont je rappelle les oflags, c'est ces camps pour les officiers, les stalags c'est des camps pour les hommes du rang. 1 800 000 Français étaient dans des stalags répartis dans toute l'Allemagne, et il y a eu cette négociation pour ce stalag très particulier. Mon père faisait partie, quand il était jeune, il était catholique, mais il faisait partie d'un mouvement catholique démocrate et républicain. Ça, c'est un petit parti politique qui avait 8 députés et qu'on pouvait classer au centre droit, et ce sont les seuls députés de cette mouvance-là qui ont voté contre les accords de Munich et contre les pleins pouvoirs à Pétain. Et mon père était dans cette idée-là, il n'avait pas vu grand-chose, c'était un bourgeois, et il a été envoyé dans ce stalag très particulier qui était encadré par des officiers français. Les Allemands étaient autour, il y avait les barbelés, mais l'encadrement, c'était des officiers français. Et en fait, il a été tout de suite dégoûté par les officiers français. On lui disait que essayer de s'échapper, c'était anti-français, que c'était voilà. Et il y a eu d'abord un conflit de loyauté parce que il voulait écouter ses pairs, enfin les gradés, il était formé pour ça. Mais en même temps, lui, il avait dans le souvenir les héros de 14, les officiers qui s'échappaient de 14. C'était un devoir d'officier de s'échapper. Et puis, moi, j'ai voulu raconter, parce que je reviens à votre question, cette histoire, parce qu'en fait, c'est une histoire sociale, politique et sociale. C'est-à-dire qu'on a l'habitude en France de parler de la guerre de 40 avec les résistants et les collaborateurs. Les résistants et les collaborateurs, c'est pas grand monde. Beaucoup de gens se posent beaucoup de questions. Mais les classes sociales continuent à exister. Et lui, il s'est aperçu de la responsabilité de la bourgeoisie et de l'élite à laquelle il faisait partie à l'occasion de ces tentatives d'évasion et à l'occasion de la deuxième, en fait, dans la réalité la troisième, mais dans le livre, la deuxième, j'en mets que 2. Et je sais pas si on pourrait la raconter, si ça déflore un peu, mais je trouve que c'est important. C'est une histoire sociale. C'est-à-dire que il se rend compte que les officiers et que la bourgeoisie, sa classe sociale, sont les responsables et de 14 et de 40. Et j'ai trouvé que c'était intéressant au moment où on interroge un peu la responsabilité des élites aujourd'hui, au moment où il y a une sorte de cécité face aux grands périls qui arrivent,
c'est-à-dire qu'on voit un déni. Je reprendrai un peu la thèse de Chapoutot, l'historien, qui est un historien du nazisme et qui dit qu'il retrouve dans l'espèce de déni face au péril climatique le déni qu'il y avait face au péril nazi, c'est-à-dire on dit non, mais comme ça rapportait de l'argent, les nazis rapportaient de l'argent avant la guerre puisque ils investissaient, c'était très bon pour l'industrie, donc la bourgeoisie française était très contente qu'il y ait des nazis à côté. Hein. On voulait pas regarder toutes les exactions. Là, c'est à peu près pareil avec le péril climatique. Je m'en vais peut-être un peu loin. Non, mais c'est marrant. Je pensais que tu allais parler du péril de l'extrême droite. Oui, alors en fait, on peut penser ce truc-là, sauf qu'on est vacciné, on sait que l'extrême droite c'est pas bien, on sait que voilà, et l'élite et la bourgeoisie le sait et vote pas spécialement pour l'extrême droite, quoique elle commence à le faire. Par définition, la cécité, c'est ce qu'on ne voit pas. Donc, j'aime bien ce parallèle fait par un historien du nazisme. Et pourquoi j'avais envie de pointer la responsabilité des élites? Parce que mon père me l'a toujours raconté, ça. Donc, c'est une histoire sociale, presque. Pourquoi tu changes son nom dans l'histoire? Parce que 80% de ce que je raconte, de ce qui lui est arrivé factuellement, c'est ce qu'il m'a raconté. La description du camp et les 20 autres pourcents, je l'ai trouvé dans les documents qui existent et qui ont été réunis par une jeune historienne qui s'appelle Floriane Chifolo, qui a fait un travail sur ce camp-là. Et il y a des petits éléments factuels qui sont pas ceux de mon père. Et puis, je fais dialoguer mon père, je crée des mots et des situations, j'essaye de restituer son état d'esprit. Lui, c'est un état d'esprit, justement, c'est un courage, c'est pas l'allant glorieux, c'est un courage de scrupule, encore une fois. Ça me paraît fidèle parce que je le connais bien, c'est mon père. Mais je lui fais dire des choses et il est plus là pour le valider et c'est une sorte de scrupule. Je suis pas romancier, je suis journaliste et j'ai du mal à moi, quand je fais des quotes, les citations, je les fais valider par celui à qui ou alors je les fais pas valider, mais j'assume le fait que je grille un off et je me crame une source. Ça, c'est on pèse le pour et le contre. Et j'ai pas de problème avec ça. Voilà. Donc il s'appelle, dans la vraie vie, il s'appelle Marcel Legrand et dans le livre, il s'appelle Jacques Leboy, B-E-Y. En fait, tout le monde l'appelait Boy. Je sais pas pourquoi, c'est un surnom qu'il a toujours eu. Donc, et puis Jacques, c'est son deuxième prénom. Donc c'est un peu lui. D'accord. Mais je sais pas, il est pas là pour estampiller les côtes. D'accord. Jean-David, la première fois qu'on a parlé longuement tous les deux, c'était il y a 20 ans. C'était une interview sur la science-fiction que je faisais je faisais au téléphone. Et je me souviens que tu m'avais bluffé parce que tu répondais à mon interview de manière assez brillante et synthétique tout en finissant un jeu vidéo, je sais plus lequel, au téléphone. Je me souviens plus non plus. Et donc, on s'est connus à travers la science-fiction, des BD de fiction, pas mal de choses de genre comme t'en parlais tout à l'heure. Et puis d'un seul coup, il y a une sorte de mouvement dans ta carrière, c'est que tout en continuant à des séries comme Sillage et autres, tu te mets à faire Irena, à propos d'Irena Sandlerova, une travailleuse sociale polonaise qui a sauvé 2500 enfants juifs du ghetto de Varsovie. Ensuite, il y a Simone, sur Simone Lagrange, une résistante juive qui a été confrontée à Klaus Barbie. Qu'est-ce qui fait que tu te mets à travailler là-dessus d'un seul coup, qui est vraiment un pas de côté par rapport à ce que tu faisais avant? Et qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, tu contactes Madeleine pour continuer dans cette En fait, c'est un faux pas de côté. Je pense que c'est un pas de côté visuel, mais j'ai toujours utilisé la science-fiction, l'heroic fantasy ou tout le genre, en fait, pour même le western, pour raconter des histoires d'aujourd'hui. C'est Jean-Claude Camano, qui est un peu mon mentor, un grand éditeur, qui était l'éditeur de Titeuf, mais aussi de mes premières bandes dessinées, qui me disait, n'oublie pas que si tu fais de la SF ou de l'histoire, tu racontes pas des BD pour les gens qui vivront dans 3000 ans ou pour les gens qui sont morts il y a 500 ans. Tu racontes ces histoires-là pour les gens d'aujourd'hui. Et donc, j'y ai toujours pensé. Quand je faisais de la SF, j'utilisais toujours l'histoire et l'actualité. Dans Sillage, on a fait des BD sur le terrorisme à la suite du 11 septembre. On a toujours travaillé sur ce sujet-là. En fait, la seule différence qu'il y a avec aujourd'hui, c'est que je les ai transférés dans l'histoire réelle. Avant, je pensais que c'était une bonne manière d'atteindre le public en camouflant un peu ce qu'on était en train de raconter. Je pense qu'aujourd'hui, on voit quand même très clairement un glissement de l'intérêt des lecteurs vers la non-fiction. Et en fait, je pense que je suis ce mouvement inconsciemment. C'est-à-dire, j'essaye de faire toujours de la bande dessinée de mon époque, de la faire évoluer si je peux, de trouver des choses qui n'ont pas encore été faites. Mais ce qui fait le lien entre Névis, qui est l'héroïne de Sillage, et Madeleine Riffaut, c'est que c'est le même personnage. J'ai inventé Névis, l'héroïne de Sillage, il y a un peu plus de 25 ans. C'est une fille qui fait la gueule tout le temps, qui est idéaliste, mais qui sait se remettre en question, qui est anticolonialiste, puisque Sillage ne parle que de colonisation. Et en fait, quand j'ai vu Madeleine pour la première fois, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais j'ai bien compris au bout de quelques mois pourquoi j'avais eu besoin de la contacter en la voyant à la télé. Au début, je crois que Madeleine, elle voulait pas de toi, je crois, au début. Non, mais évidemment, c'est Madeleine. Je le savais pas au début, mais c'est vrai, quand je l'ai appelée, elle m'a dit « Comment vous avez eu mon numéro ?» Je dis « J'ai demandé à un copain journaliste qui a mis 15 jours à me le trouver, c'était difficile. Vous êtes bien bête parce que je suis dans l'annuaire. » Merci. Et qu'est-ce que vous voulez? Je fais de la bande dessinée. Ah, la bande dessinée, n'importe quoi, on m'aura mise à toutes les sauces. Rappelez-moi la semaine prochaine, je suis occupé, voilà.
Ça c'est Madeleine. Mais en fait, je sais maintenant, ça fait 7 ans et demi qu'on passe notre vie ensemble, que c'est comme ça. Madeleine, c'est comme un gars dans un pub en Écosse, je dirais. Il faut se battre avec lui avant d'être son copain. Ouais, c'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut mériter Madeleine Riffaut. Et pourquoi tu l'appelles elle ? Pourquoi tu choisis Madeleine parmi... Je sais pas, parce que c'est Nevis, sans doute, mais je le sais pas à l'époque. En fait, j'ai vu des centaines de documentaires, comme vous, mais j'ai jamais appelé quelqu'un pour... voilà, et là, ça m'a semblé obligatoire de le faire. Il faut dire que j'étais en train de travailler sur Irena. J'avais pas pu rencontrer Irena, puisqu'elle était morte, elle est morte en 2008, et moi, j'ai commencé la BD vers 2014, donc avant, je la connaissais pas, donc je pouvais pas faire une BD sur elle. Et donc, j'étais quand même assez frustré, et quand j'ai vu ce documentaire qui s'appelle Résistante, de Philippe Hurel, dans lequel il y a Marie-Jo Chombardelove, Cécile Roltangui, qui sont formidables, et Madeleine Riffaut, et j'ai été tout de suite attiré par Madeleine. Et au début, pour elle, la bande dessinée, c'était rien. Quand elle lisait de la bande dessinée, qu'elle était jeune, elle avait 8 ans, ça fait 92 ans. C'était pas tout à fait le même esprit de la bande dessinée. Benjamin Rabier. Voilà, ce qui est magnifique, hein, mais c'est pas du tout la même chose. Et donc, pour elle, c'était pas un sujet, la bande dessinée, c'était pas une manière de raconter une histoire dure, une histoire triste. Puis je l'ai rappelé 15 jours après, parce qu'elle m'avait dit la semaine d'après, mais j'avais encore mal aux fesses de la fessée qu'elle m'avait mise, donc j'ai attendu un peu que ça soit plus rose. Puis je l'ai appelé, puis elle m'a dit je suis content que vous m'appeliez parce que en fait j'ai appelé mon copain Georges Amat qui a fait des documentaires sur elle. Puis il m'a dit maintenant vraiment Madeleine, en vieillissant tu deviens conne. Je pensais pas que tu serais conne comme ça à ton âge. La BD c'est super bien aujourd'hui pour continuer le témoignage que t'as demandé de faire Raymond Braque. Donc ça va toucher un public complètement incroyable, complètement différent. Maintenant que tu peux plus aller dans les écoles, c'est une autre manière. Rappelle-le. Et en fait comme elle veut pas dire qu'elle est aveugle, elle avait pas pu prendre mon numéro. Donc elle était contente que je la rappelle. Elle m'a dit de venir. Voilà, puis depuis, c'est parti comme ça a cliqué tout de suite. Ouais. Alors Madeleine, elle est co-scénariste de l'album, mais alors vous avez eu un prix ensemble, plusieurs. À quel moment tu décides que tu vas pas écrire sur elle, mais avec elle ? En fait, quand je suis allé la voir la première fois, je savais pas du tout comment on allait travailler. Je savais pas d'abord si on allait travailler, mais je savais pas si elle allait vouloir s'investir, si elle allait me dire tiens, t'as qu'à lire ce livre-là, si elle allait me dire viens une fois par semaine. En fait, au fil des années, j'ai fini par habiter chez elle quasi 2 ou 3 jours par semaine. Donc je dors chez elle dans le Marais. Heureusement qu'elle a un lit pour moi parce que si je devais payer un hôtel, c'est trop cher dans le Marais. Donc voilà, ça c'est tourné comme ça. Je dirais pas que c'est une relation familiale. J'ai pas avec Madeleine un côté grand-mère. Plutôt c'est mon pote en fait, Madeleine. Je dis souvent que je sais pas ce que j'aurais fait pendant la guerre, mais parce que personne peut savoir, mais si j'avais croisé Madeleine, j'aurais fait la guerre avec elle, c'est sûr. Donc je fais un peu la guerre avec elle. Maintenant, je fais la guerre contre les hôpitaux de Paris. Je suis son porte-flingue. Toutes les causes qu'elle a à défendre, on les défend contre les abus des vieilles personnes par les entreprises de maintien à domicile. On est au combat tout le temps. L'administration qui l'avait déclarée morte. Exactement. Donc, qui savait pas si elle était encore vivante plutôt. Et voilà. Donc, tout ça est intéressant. C'est une vie à laquelle je m'attendais pas. Elle a complètement changé. Avant, je voyageais partout dans le monde pendant des années et je me suis posé avec Madeleine. C'est beau. Ça continue encore. Je sais pas combien d'années. J'espère un peu longtemps. Thomas, t'as dit tout à l'heure un truc intéressant sur la gloire. Dans le 3e tome de Madeleine Riffaut, elle est attrapée par la police et la Gestapo, elle est torturée pendant des jours. Dans le récit que tu développes sur ton père, tout ça est un petit peu écarté, et finalement il y a quelque chose d'un peu moins spectaculaire et romanesque dans ce personnage qui va finalement ne jamais se résoudre à se faire endoctriner, qui va tenter de s'évader plein de fois en échouant. Est-ce qu'à un moment tu t'es dit bon, pour l'intérêt du récit, ça serait mieux s'il y arrivait ou non, parce que alors est-ce que je peux raconter cette scène parce que c'est on coupera au montage. Non mais c'est la raison pour attention, spoiler. En fait, la raison pour laquelle il n'arrive pas à s'évader est un peu le cœur du livre. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons de s'évader de cet endroit qui est très très loin. Il s'agit pas de couper les barbelés et de rentrer à pied à Paris ou de prendre des trains parce qu'il faudrait traverser la Pologne, le front. Oui, c'est à 1500 kilomètres. Et toute l'Allemagne. Donc c'est pas la vache et le prisonnier, si vous voulez. Il y a 2 façons. Il y a arriver à sortir du camp, soit en disant qu'on veut travailler, parce que les aspirants ne sont pas obligés de travailler à l'extérieur. Ils sont dans un camp universitaire et ils font des études avec des professeurs d'université qui sont prisonniers comme eux et qui sont là pour leur faire des études. On leur lave le cerveau pour qu'ils deviennent de bons pétainistes, mais ils ne sont pas censés aller travailler. Mais s'ils veulent aller travailler, aider au champ au moment de la moisson, ils peuvent demander, voilà. Bon. Et donc là, il y a plusieurs solutions. Soit on fait comme ça et on se carapate, et là, l'idée, c'est d'aller sur les ports de la mer Baltique pour essayer de se glisser dans un bateau. Certains l'ont fait. Un bateau qui allait chercher du blé dans le nord de la France et en Belgique pour pouvoir ravitailler le front de l'Est. Il y avait cette possibilité-là qui était assez aléatoire. L'autre possibilité, c'était de se glisser dans un train de permissionnaires, parce que à côté de ce stalag très particulier, il y avait un stalag normal avec 14 000 personnes dedans, beaucoup de Français, et il y avait des conditions pour pouvoir rentrer en France.
L'une des conditions, c'était par exemple, vous pouvez candidater à rentrer en France si vous aviez plus de 40 ans, si vous aviez fait la Première Guerre mondiale, si vous aviez plus de 4 enfants et un métier qui pouvait servir à la collaboration. Donc tous les 2 mois, il y avait un train qui rentrait en France. L'idée, c'était de se glisser dans ce train, de se planquer et d'être rapatrié. Je vous passe tous les détails, il arrive à sortir du camp, à se glisser dans un train, et il arrive dans un wagon. Alors c'est pas les wagons de bestiaux avec lesquels ils sont arrivés dans des conditions terribles, comme on connaît ce récit. Non, là c'est des wagons de retour, donc c'est des wagons normaux, pas des compartiments, des wagons où on rentre et puis il y a des banquettes et il y a 50 personnes dans le wagon. Il arrive il dans le train avant qu'il parte, et il se présente aux gars qui sont là et qui vont être rapatriés. Et il dit, voilà, je suis un jeune Français officier, je rentre pour me battre, planquez-moi. Et là, il y a un débat. Je pense que tu devrais arrêter là. Et je vais arrêter là. Mais c'est un débat social. C'est pas un débat politique. C'est un débat social. Il dit beaucoup de choses sur l'époque. Voilà. Je parle même pas du vote. En fait, ils vont mettre au vote, mais là où t'as raison, c'est que c'est pas un débat d'honneur. C'est pas est-ce qu'on est courageux ou pas. C'est vraiment un débat de position sociale. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, il y a un débat. Chacun prend position. Je vous laisse deviner la suite. Il peut pas s'échapper. Donc, il y a un vote. Mais après la guerre, mon père, quand il a eu 40 ans et qu'il a eu 4 enfants, il ne sait pas ce qu'il aurait voté. Oui. Il dit, je ne sais pas ce que j'aurais voté. Et je ne juge pas ceux qui étaient contre. C'est pas les résistants contre les collabos. Ils avaient devant eux un bourgeois responsable de la situation, un aspirant comme ceux qu'ils avaient en 14, qui leur mettaient des baïonnettes au cul pour charger, pour prendre une tranchée 50 mètres plus loin, qui serait finalement, c'était pas la bonne tranchée, enfin, tout ce qu'on connaît de la guerre de 14. Et il s'est rendu compte de tout ça. Donc, on peut faire des explosions, des aventures pas possibles. Moi, ce qui m'intéressait dans cette BD, c'est la quête de la compréhension et puis surtout, quelle est la bonne attitude à avoir. Au départ, c'est un bourgeois catho qui veut être officier. Et on lui dit, c'est pas chrétien de s'échapper. On lui dit, c'est pas français de s'échapper. Alors, il rencontre des gens, il rencontre un instituteur, il rencontre un autre. Des hommes d'église qui lui conseillent, qui sont plus ou moins... Des hommes d'église oui, parce qu'il y avait beaucoup de séminaristes qui le conseillent de s'échapper, qui le libèrent de cette chape. En fait, c'est toi qui as raison. D'autres qui lui disent, mais non, Maréchal Pétain est un meilleur chrétien que toi, est un meilleur Français que toi, un meilleur soldat que toi, et tu dois suivre son truc. Et c'est ce cheminement-là, qui est assez rapide, en fait, mais ce cheminement intellectuel qui m'intéressait surtout, parce qu'il me l'a retracé. C'est les enjeux moraux, qui sont le cœur de... Tout ramène à la scène du train. Ouais, c'est ça. Alors justement, une scène de train aussi dans le dernier tome de Madeleine. Là, pour le coup, il y a des explosions. Il y a même dans la dernière scène du tome 3, il y a des feux d'artifice. Quand tu travailles avec elle et qu'elle te dit, voilà, on est parti, on avait fait ça avec les autres résistants, on avait prévu tel plan, et puis qu'elle raconte une scène d'assassinat, de sabotage ou d'explosion. Comment tu travailles, toi, en tant qu'auteur, pour maintenir une tension dramatique qui soit pas un récit qui serait presque didactique? À quel moment t'as le droit de dire non, ça on va le couper parce que c'est pas intéressant ou ça m'arrange pas? Quel est votre rapport d'écriture? On a coupé même des scènes intéressantes, des scènes fortes, parce qu'il y avait pas la place pour les mettre ou qu'elles arrivaient au mauvais moment. Effectivement, c'est un travail de reconstruction, comme la mémoire sans doute. Il faut savoir qu'on fait une bande dessinée, qu'il faut du rythme, qu'il faut des choses. Le plus dur à ce niveau-là, c'était le tome 2, parce que le tome 2, c'est vraiment le quotidien de la résistance. Et comme on disait tout à l'heure, le quotidien, c'est pas explosif. Le principal des boulots qu'a fait Madeleine, c'était porter des messages, faire de la contre-propagande, c'est recruter des gens, c'est annoncer à des gens que le réseau est tombé et qu'il fallait aller se cacher. C'est ça, en fait, qui est hyper important. Et donc, c'était ça qu'il fallait raconter dans le tome 2 à travers une multitude de scènes qui étaient très complexes à organiser. Mais on s'y est mis à 3, je pense qu'on y est à peu près arrivé. Mais après, c'est la fête quand on a à faire des scènes d'explosion, de trains, de gens qui tirent. C'est cool, surtout pour Dominique. Mais dans le tome 3, Dominique, il s'est quand même tapé 2/3 de l'album, ou voire même les 3/4 qui sont en huis clos, dans les Afrennes, dans la rue des Saussets. Et puis il le redoutait, ça, au début. Bien sûr, et heureusement qu'il a réussi à le faire vite, et puis à la préfecture de police de Paris et aux brigades spéciales. Pour nous aussi, c'était difficile à faire. On savait qu'on avait à le faire, qu'on pouvait pas y échapper. C'est le cas de le dire. Et donc on l'a fait, mais comme dit Madeleine, je lui ai raconté ça à Jean-David. Après j'ai été malade. Après Jean-David il a été malade. Et puis après Dominique il a été malade. C'est ce que j'allais vous demander, c'est comment on gère. Toi, c'est ton père quand même. Toi, on voit ton lien très proche avec Madeleine. Comment on gère le moment où il vous raconte les atrocités de cette époque? Ce qui l'a touché de près. Moi, il me l'a raconté, j'étais ado. Et quand il me raconte les sévices, quand il me raconte les trahisons, parce qu'il y a une trahison forte, quand il raconte tout ça, on est très touché personnellement. C'est ton père. Mais Madeleine, c'est dans un autre cadre. C'est vraiment un cadre
héroïque, un choix comme ça, elle aurait pu très bien être tranquille et se planquer. Là, il fallait qu'il choisisse. Donc, je sais pas du tout qu'est-ce qu'il aurait fait dans un cadre s'il était resté à Calais, etc. On peut imaginer, tel que je le connais, et on peut espérer qu'il y ait eu la petite étincelle et qu'il soit rentré dans la résistance, mais même lui n'en est pas sûr. Tu te parlais tout à l'heure de l'histoire de l'humiliation quand on est prisonnier comme ça et qu'on se fait maltraiter ou torturer par les Allemands, il y a cette humiliation. Mais lui, ce qui a déclenché sa fureur, c'est le discours du général français du camp, qui était un discours totalement pas pétainiste, quasiment nazi. Et c'est une discussion avec un gardien qui lui dit ah, mon fils est en France, c'est tranquille d'être en France. De toute façon, on vous fera jamais de mal, vous, parce que la France, ça sera le bordel et le potager de notre Europe. Et ça, c'est une sorte de déclencheur de courage, quoi. Le petit truc d'humiliation dont tu parlais, il existe à ce moment-là. Mais sur les horreurs subies ou les horreurs vues et vécues, parce qu'il a vu, par exemple, la façon dont les Allemands traitaient les Russes, ils tuaient les Russes au moindre rhume, dès qu'un soldat russe, un prisonnier russe était boitait un peu, paf, on le tuait. Enfin, il a vu la différence de traitement, il a vu le racisme, l'espèce de hiérarchie que les Allemands et les nazis faisaient entre les gens, entre les Tziganes, entre les Russes, entre les Italiens, les Français. Chaque pays, chaque peuple avait une utilité ou pas une utilité. Voilà, les Français, bon, on les tue pas, ça sera nos prostituées et nos paysans. Les Russes, c'est des sous-hommes, faut les tuer. Les Slaves, ça sera nos esclaves. Enfin voilà, des choses comme ça. C'est une relation particulière. Hein. Alors toi, t'es devenu quasiment de la famille de Madeleine, et moi j'étais de la famille avant, donc on raconte l'histoire de quelqu'un de notre famille peut-être. Donc je pense qu'il y a une relation particulière à la souffrance de celui qui est notre sujet. C'est vrai qu'elle était pas de ma famille, mais maintenant c'est la marraine de mon fils, donc on est un peu de la même famille maintenant, ça fait plaisir. Moi, c'est un peu différent parce que quand Madeleine, elle a commencé à me parler, on avait déjà dans l'esprit de faire une bande dessinée, et que quand moi j'écoute les gens en tant qu'auteur de bande dessinée, et je sais pas si je sais faire autrement aujourd'hui, c'est une habitude qui est prise en fait, j'ai un filtre qui se met tout de suite en place, que tu pouvais pas avoir quand t'étais plus jeune parce que tu savais pas que t'allais en faire une histoire. Mais en fait, je réfléchis tout de suite à comment je vais le raconter, où je vais l'intercaler, c'est quoi le point de vue, où est-ce que je vais mettre la caméra, comment est-ce que je vais toucher les gens en tant qu'auteur et en tant que lecteur, parce que moi je lis beaucoup de BD aussi, donc j'essaye toujours de me mettre dans la peau du lecteur. Et donc ça me permet de travailler sur des sujets terribles. J'ai fait des BD sur les serial killers ou des choses comme ça, mais en ayant quand même un filtre entre le sujet que je travaille et le résultat, et donc j'y pense tout de suite. Et quand je parle avec Madeleine, c'est peut-être la vraie chance que j'ai par rapport à Madeleine et à Dominique, qui ont été plongés complètement dedans, c'est que moi j'ai le filtre du scénariste, et donc je travaille beaucoup là-dedans, et du coup ça me protège. Et est-ce que ce filtre il s'est érodé avec le temps et la proximité, l'intimité qui s'est créée entre vous? Comme dit Dominique, maintenant qu'on la connaît tellement bien, on a aussi cette pudeur en sens qu'on pourra pas, c'est comme si c'était notre grand-mère ou notre sœur, et si notre sœur se fait violer et torturer, ça va être naturel de le raconter d'une manière posée, paisible et pas putassière, voilà. Donc ça, on y fait vraiment très attention. C'était pas évident pour ce tome 3, on s'est vraiment posé beaucoup de questions, mais moi c'est paradoxalement ces questions-là qui m'ont permis de m'en sortir un peu. Et c'est vrai qu'on y a passé des mois avec Madeleine. Un jour, elle m'a dit sors-moi de la rue des Saussaies. Donc la rue des Saussaies, c'est le centre de torture des Allemands, et donc de la Gestapo. Et il y a encore quatre cellules d'ailleurs qui ont été préservées. Je suis allé les visiter il y a pas longtemps. Et donc elle était vraiment dedans. Un jour, elle a été cambriolée. On avait peur que le gars soit parti avec la clé, donc on a posé un verrou. Elle m'a appelé, elle m'a dit mais enlève-moi le verrou, parce que j'ai l'impression quand les gens partent et mettent le verrou que je suis de retour à la rue des Saussaies. Donc c'est des choses qui passeront jamais. Et elle m'a demandé d'en sortir au bout d'un moment, parce que en fait, ça veut dire que dans sa tête, elle y était tout le temps. C'est trop vivant. Puis Madeleine, quand elle raconte une histoire de quand elle avait 8 ans, elle a 8 ans. C'est flagrant. Donc en fait, elle se replonge tellement dedans que c'était très dur. Donc bah ça tombait bien. J'avais fini cette scène. On en a encore reparlé de détails, mais c'est vrai que c'est pas des détails agréables. Mais si on les raconte pas, en fait, on sait pas ce que c'est vraiment cette période. Donc il fallait raconter, pas édulcorer, mais en même temps pas être voyeuriste. Voilà, il fallait que je compte aussi beaucoup sur Dominique. Et puis sur Madeleine, elle sait aussi très bien comment elle raconte les choses. Donc je pense que ça marche. Apparemment, au niveau des lecteurs, ça a l'air de marcher, mais c'était beaucoup de questionnements. Comme je disais tout à l'heure, c'est des questionnements qui me sauvent moi en fait.
Visuellement, dans ces cas-là, dans vos deux récits, qui fait la recherche pour qu'il y ait de la véracité visuelle? Est-ce que c'est vous, en tant que scénariste, qui faites un travail de recherche historique? Vous avez beaucoup de documents que vous apportez au dessinateur? Est-ce que c'est le dessinateur qui le prend en charge? Alors François Varzala, il est très à cheval sur la précision beaucoup trop d'ailleurs. Par exemple, dans la précédente BD sur l'histoire de la Ve République, au moment où on parle de l'OAS a été créé dans un bistrot à Oran qui a sauté, qui n'existe plus. Il voulait retrouver des photos et c'était un bistrot qui était en coin. Il avait les photos que d'un coin, pas de l'autre, et ça a duré des semaines. Je lui ai dit, écoute, si t'as un coin, tu fais la même chose, tu ne fais pas chier. Et là, pour la couverture, on voit le héros qui se cache sous un wagon. Et il était très emmerdé parce que il n'arrivait pas à trouver de documentation sur le dessous des wagons allemands de 1944. C'est un peu tard, il faut Alors qu'il aille là- à Drancy, je suis désolé, là, mais à Drancy, il y en a un. Oui, oui. Non, il y a des Allemands, tu vois, Allemands, parce que justement les Français l'ont trouvé, mais là c'était allemand à cette époque-là, à cet endroit-là. Donc moi j'ai travaillé avec une historienne, Floriane Schifolo, qui avait un certain nombre de documents. On a retrouvé quelques documents, mais lui il a trouvé les plans du camp. Je sais même dans quel baraquement mon père était, le baraquement 19, donc je sais où il était. Alors ça c'est pour la documentation. Après, moi, je suis pas du tout un spécialiste de la BD. J'ai appris en faisant, et donc moi, je lui livrais. Ça va te paraître complètement absurde. Je lui dis voilà, dans telle planche, case A, case B, case C, et je faisais les dialogues avec les bulles. On avait des signes cabalistiques. Et lui, il me prenait tout ça, et puis il me disait, mais non, mais attends, là, ton dialogue, ça va pas, puisque, qu'est-ce que je fais comme expression du visage, puisqu'il y a une réponse et une question, donc, je veux pas le mettre de dos, enfin, ouais, j'apprenais en faisant, et, surtout, il me disait, là, il me faut 2 cases, là, je peux réunir tout, là, on enlève les bulles, tu parles trop, et je peux, comme tu le disais tout à l'heure, je peux montrer cette situation, c'est bien mieux comme ça, et donc, on marchait comme ça. Moi, j'apprenais mon métier de scénariste de BD avec lui, et puis, il est très à cheval sur, et il disait tout le temps, si on présente la BD dans un festival d'histoire, on trouvera toujours un retraité qui dira, mais combattant. non, ce médaillon là, cette médaille, ce baudrier dans l'autre sens. Donc il est très à cheval là-dessus. En même temps, c'est pas un dessin très réaliste, c'est la ligne claire, mais c'est pas non plus, voilà. Donc on travaillait comme ça. Eh ben non, on a tous appris à faire de la BD en faisant. C'est que moi, ça fait juste plus longtemps, c'est Ouais, tout. c'est ça, Il y a ouais, pas c'est tellement ça. de différence, en fait. C'est comme ça qu'on a appris aussi. C'est ça qui est bien en BD. Je trouve qu'il y a pas de formatage, en fait. On fait en couple, finalement, ce qu'on peut, et on se Oui, transmet oui, oui. en fait, écrire, pour moi, en BD, c'est pas très important, en fait. Moi, je suis obligé d'écrire parce que je peux pas transmettre directement dans la tête de mon dessinateur. Mais si je pouvais, je l'écrirais pas, en fait. C'est pas le Mais tu le fais comme plaisir ça, d'écrire. effectivement, tu dis page 1, il y a ça, Ouais, page ouais. 2, il y a ça, et tu fais les dialogues. Moi, je fais des tableaux, j'écris tout, la situation, l'endroit où ça se passe. Tu décris le dessin que tu veux ou pas? Ouais. Ouais. Et Ouais, puis je faisais ça, ouais. bah tu vois, et puis le dialogue, donc tout est Et écrit. lui, il te dit, non, là, je vais faire, est-ce que toi, tu sais déjà que ça tiendra en 2 cases? Moi, je le sais parce que Ouais. j'ai l'habitude, mais ça n'empêche pas que Dominique sur Madeleine prend toujours un peu plus de place que moi. Donc, mais c'est pas grave, on s'habitue à ça. Il fait un peu plus de pages, Ouais. il re-rythme les bulles, on change un peu les dialogues. Donc, mais ça c'est normal, c'est le process. Moi, ce que j'aime dans la BD, c'est faire de la BD en fait. Donc, c'est être en train de la faire. C'est la fabriquer. Ouais, c'est la Ouais, fabriquer. vrai. Donc en fait, c'est être tout le temps en questionnement, essayer de trouver une autre solution, une idée meilleure que celle que lui ou moi on a, essayer de trouver l'idée encore meilleure. Voilà, c'est ça qui est passionnant. Et pour la documentation, je bénis le temps où je faisais de la science-fiction et de l'heroic fantasy parce qu'il n'y a pas à chercher la documentation et j'adore ça. Donc j'y passe des jours et des jours. Hier, j'ai passé toute ma journée à chercher les anciens bâtiments des PTT à Paris. J'ai fini par trouver rue de Grenelle, cité Montignac. 3 photos qui nous servent. Mais en fait, voilà, ce travail-là aussi de recherche, il est absolument passionnant et ça va beaucoup moins vite que d'écrire de la science-fiction. J'y passe beaucoup plus de temps. Mais à la fin, je suis content. Donc, Et tu ça demandes vaut à le coup. Madeleine comment elle est habillée, comment t'étais. Ouais, bien sûr, ça on lui demande. Mais justement, il y a un truc. Alors, si je peux raconter cette anecdote en vitesse, des feux d'artifice et de la prise du train au but de Chaumont, c'est qu'aujourd'hui, la petite ceinture existe toujours au but de Chaumont. Il y a une plaque d'ailleurs, si vous y allez. Donc, on voit les rails. Et elle nous avait dit, on était sur la passerelle et le train arrive et on balance des explosifs et il retourne dans le tunnel. Et en fait, avec Dominique, on va au but de Chaumont et en fait, on voit il y a bien une passerelle. Et donc on se met sur la passerelle et on se dit mais c'est pas possible, il peut pas arriver de l'autre côté le train parce que c'est trop loin en fait. Mais par contre si on se retourne, là on voit que sous la rue il y a un tunnel et on se dit ça se trouve elle s'est trompée. Donc chose à ne jamais se dire que Madeleine s'est trompée, ça c'est une erreur. On se plante tout le temps à dire ça. Et en fait elle était de l'autre côté et elle a balancé ces trucs là. Donc on crée la scène dans notre tête comme ça, on la prépare, on fait même un storyboard et tout. Et puis c'était quand même gênant parce que je savais que le train il venait de Ménilmontant, donc c'est de l'autre côté quoi et on le savait. Mais on s'était persuadé de ça jusqu'au jour où j'en parle, où je poste des trucs, je sais plus, sur Facebook. Et Pascal Frey, qui est le président de la NACRE, donc des anciens résistants et déportés du 19e, me dit ah mais moi j'ai vécu dans le 19e toute ma vie, mais en fait avant il y avait une passerelle, mais elle n'existe plus maintenant.
Et donc on va sur les buttes de Chaumont, je regarde les plans vus du dessus dans Google Maps, et puis effectivement on voit bien qu'il y a des chemins qui mènent à une passerelle qui a disparu, quoi. Mais c'est dans les bois. Et donc on a tout recommencé, et en fait Madeleine avait raison, et c'est comme ça que ça se passe. Et donc à chaque fois qu'on s'est dit, que ce soit avec Dominique, avec Héloïse, ma compagne, qu'on se dit Madeleine s'est trompée, en fait elle s'est pas trompée. C'est assez fascinant d'ailleurs. Ce qui nous empêche pas de chercher de la documentation, hein, parce qu'elle sait pas tout non plus. Quand elle nous a dit dans le tome 1, le garçon qui m'a violé, je le connais bien, c'était un milicien. Quand on a fait la scène, on l'a mis en milicien sans faire attention que la milice avait été créée quelques mois plus tard. Donc avant, il était dans le sol, donc on a changé dans la réimpression du tome 1. Mais comme elle l'a connu après la guerre et que ça c'est trop compliqué à le raconter dans la bande dessinée, elle savait qu'il était devenu milicien. C'est juste une question de moi en fait. Donc même quand elle nous parle, il faut qu'on fasse beaucoup de recherches. T'as travaillé aussi avec Ginette, on dit Kolinka ou Kolinka? Ça dépend, son fils dit Kolinka parce que c'est ça, plus moi c'est ce que j'avais en tête. Kolinka, oui. Ouais, et elle dit Kolinka. Ouais. Donc avec Ginette Kolinka sur son action de témoignage par rapport à Auschwitz-Birkenau. Dans vos 2 BD, il y a un moment où vous allez mettre en scène le lien, soit filial, soit elle, son témoignage. Vous allez en fait raccrocher cette époque avec l'époque réelle pour le témoignage. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que ça sert à dire c'est pas si loin que ça? Peut-être, j'avais pas pensé à ça. Vous savez, on dit toujours, et j'imagine que c'est aussi ce que tu te dis avec Madeleine. On dit toujours, évidemment, cette génération va disparaître, et avec elle, tous les témoignages. Mais nous, on est aussi les derniers de ceux qui ont connu. On est l'homme qui a vu l'ours. Bientôt, ça sera l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'ours. Et puis, je sais pas, moi, en tant que journaliste, je vois bien ce qui est en train de se passer en ce moment. Le statut des faits, FAITS, le statut de la vérité, le statut est en train de changer. Et donc, il y a une sorte de soif de vouloir témoigner et de vouloir donner la parole à ceux qui ont vécu, qui ont eu des vies dans une période tragique, où ils faisaient des choix qui étaient des choix vitaux, des choix très importants. Nous, on sort d'une période, qu'est-ce qu'on a fait comme choix, nous ? Tu te souviens de ce que tu as voté pour Maastricht, tu vois ? L'histoire ne nous donne pas trop l'occasion de choisir entre la honte et la gloire, entre le bien et le mal. Mon père m'a toujours élevé avec ce truc-là qui est très pesant, en me disant t'as des copains, ils sont sympas, il y en a qui sont plus ou moins drôles, tout ça, mais dis-toi un truc, dis-toi, il y a ceux avec qui tu peux aller à la guerre, il y a ceux avec qui tu peux pas aller à la guerre. C'est très pesant quand vous êtes gamin. Moi, il y a des gens avec qui j'ai envie d'aller en vacances et pas forcément aller à la guerre. J'ai plus l'occasion d'aller en vacances qu'à la guerre. Donc, c'est quand même très pesant. Ou alors, il y a des trucs qui sont définitifs. Il te dit, si quelqu'un fuit quelque chose, tu le caches. Tu poses pas cette question, tu te demandes pas s'il a fait un truc mal, tu le caches. Et même si c'est des flics, un voleur, des flics, tu sais que tu le planques. Tu poseras les questions après. Ou alors, devant chaque situation, quelle est la situation résistante? Quelle est la réponse collabo? Et cette grille-là, il me l'a imposée. Je me la pose tout le temps, c'est très très lourd. Ma femme me reproche de la reproduire avec les enfants. C'est trop lourd, trop compliqué. Mais je pense que ils ont vécu des moments tragiques. On a le sentiment que le tragique de l'histoire va revenir. Nous, on a eu la chance de vivre des temps glorieuses, des moments de paix, de prospérité avec des tas de problèmes. Mais voilà, un moment un peu magique. Qu'au moins on transmette ces réflexes que nos parents ou nos héros ont eu à ceux qui vont devoir peut-être les utiliser. C'est un peu pompeux et sentencieux, et je suis pas porteur de cette mission, mais si je fouille un peu, il y a de ça, quoi. Non, mais c'est important. Un jour, l'année dernière, Dupuis avait eu la gentillesse de nous faire une pub dans le métro sur. Je crois que c'était avant la sortie du 2e, donc c'était il y a 1 an et demi. Et donc en fait, Madeleine nous dit voilà, vous m'avez mis sur les murs, j'ai l'impression de vendre de la lessive. Je lui dis non Madeleine, parce qu'évidemment c'est pour la BD, mais la majorité des gens qui vont passer dans le métro, ils vont pas voir que c'est une BD, mais par contre ils vont voir le slogan qu'on a mis, qui est je ne suis pas une victime, je suis un résistant. Et en fait c'est là que ça devient important, c'est-à-dire que tout le combat de Madeleine, c'est de se dire si tu te prends pour une victime, quand quelque chose te tombera sur la gueule, t'agiras en victime. Si tu te prends pour un résistant, t'agiras autrement. Et c'est presque ça, l'attitude entre collabo et résistant, il est là. Et c'est en fait un choix de vie. C'est comment on se vit, comment on se voit et comment on réagit aux événements. Et ça, il me semble que c'est vital. Pour Ginette, c'était un peu différent, même si je suis pas dans l'album, même si j'étais dans le voyage, mais je me suis pas mis dans l'album. Quand elle a sorti son livre que j'ai lu, Retour à Birkenau, avec Marion Ruggieri, qui est très bien. Après, j'ai vu Ginette chez Ruquier. Et c'était bien avant qu'on pense à faire une bande dessinée. Je me suis dit, cette dame est géniale, elle raconte son histoire d'une manière formidable. Et le livre est très bien, mais je la trouve pas dans le livre.
C'est-à-dire, je la vois pas dedans. Je sais pas qui est Ginette Kolinka dans le premier livre de Marion Ruggieri. Je vois son témoignage, il est dur, mais c'est un livre de témoignage. Et là, je la vois à la télé, elle crève l'écran, elle est drôle, elle est pertinente, elle est d'une intelligence rare, c'est puissant ce qu'elle raconte. Et c'est pas dans le livre. Et je me dis, si un jour je fais une BD sur elle, puisque comme je vous ai dit tout à l'heure, je pense tout le temps en bande dessinée, c'est ça que je voudrais raconter. Et quand j'ai eu l'opportunité par Victor Maté, qui est lui journaliste à France Info, qui la connaissait bien, de la rencontrer et qu'on parte ensemble à Birkenau, je lui ai dit tout de suite, moi je veux raconter la Ginette d'aujourd'hui et la Ginette d'hier, c'est-à-dire, et c'est ce qu'on voit sur la couve de l'album, c'est les deux Ginettes en fait. Et donc ça là, c'était vraiment un choix intentionnel de la raconter comme ça. Comme en plus, une fois qu'on était à Birkenau, à la fin, devant le trou de la chambre à gaz, elle nous a dit c'est la dernière fois que je viens parce que j'en ai marre, c'est fatigant, je viendrai plus. On avait évidemment notre structure narrative toute prête, c'est-à-dire que on raconte son premier et son dernier voyage à Birkenau, et donc ça valait le coup d'intercaler tout ça. Narrativement, c'était complexe, mais je savais que ça pouvait être fort si on le réussissait, et je pense que c'est pas trop mal réussi parce que les gens ils le lisent sans trouver que c'est complexe. Et c'est un peu ça notre boulot en fait, raconter des histoires complexes et que les gens ils ont l'impression que c'est tout simple. C'est comme un bon dessinateur, on a l'impression que c'est facile à faire et puis après on prend son crayon puis on n'y arrivera jamais de sa vie. Donc c'est un peu ça notre taf, et je suis pour Ginette, c'était presque une évidence, mais il fallait la raconter, c'est une personne tellement dingue, c'était important. Thomas, on te connaît aussi pour les éditos et les missions politiques. Est-ce que écrire un édito, c'est raconter une histoire? Il y a un début, une fin, et puis il faut que l'auditeur, quand c'est à l'oral, ou le lecteur, quand c'est à l'écrit, soit intéressé et apprenne des choses. De ce point de vue-là, oui, mais... Ou est-ce que tu as l'impression non. que tous les éditos que tu fais racontent une histoire? L'ensemble. Ah, oui, un peu. En fait, ce qui est intéressant, c'est que j'ai commencé l'édito pour France Inter, donc pour le service public. Donc, c'est un édito plus de point de vue que d'opinion. Je fais la différence entre le point de vue et l'opinion. Ça peut paraître un petit peu spécieux ou un petit peu faux cul de dire ça. Le point de vue, c'est de l'endroit où on regarde. On regarde un objet ou quelque chose, un fait, d'un endroit particulier, et j'essaye que ça soit d'un endroit un peu spécifique et pas celui des autres, pas celui de tout le monde. Et quand j'étais dans le service public, mon édito n'était pas neutre, mais je l'écrivais d'une certaine façon. Je ne voulais pas que ceux qui pensent pas comme moi se sentent agressés par ce que je dis. Je voulais pas marquer des points, tout en transmettant ce que je pensais quand même. Donc c'est une écriture un peu particulière. À Libération, puisque je suis passé pour l'édito de France Inter à Libération, maintenant j'ai une émission sur France Inter, mais j'ai plus l'édito. Libération, c'est autre chose. Libération, c'est un journal qui s'est reconstruit ces dernières années pour être un journal d'information, d'enquête, et le cœur du boulot de Libération, c'est l'enquête et les révélations. Et il y avait Libération avait un peu disparu sur la scène du débat public, etc. Et donc, il voulait qu'il y ait un peu de fight. En ce moment, c'est l'extrême droite et la droite qui dominent un petit peu avec Paul Auré, etc. Et il faut un peu de répondants, donc on m'a demandé à moi et à d'autres d'être un peu dans ce fight-là. Et donc, j'écris des éditos plus d'opinion, où là, j'essaye de marquer des points, et je m'en fous que ceux qui ne pensent pas comme moi soient choqués, blessés ou heurtés par mes éditos, parce que ils sont achetés plutôt, le journal est acheté par des gens qui savent que c'est un journal de gauche, etc. Bon, bref, j'ai un truc à dire, voilà, j'ai un truc à dire. Quand on fait des reportages, oui, on raconte des histoires, ça c'est vrai. Un édito, on apporte sa petite pierre dans le débat public, où on essaye de donner des clés de compréhension du débat public, voilà. Tu m'as dit en préparant que tu travaillais sur une série. Ah oui, là c'est autre chose. Tu peux en parler? C'est une série, je peux en parler un petit peu, une série de fiction pour la télévision. Je pitch très rapidement et j'en parlerai pas beaucoup plus. Le thème, c'est justement les ingérences étrangères pour miner le débat. Enfin, les ingérences dans l'information, voilà. Donc c'est assez tech. Et ça se passe au sein d'une agence qui ressemble à Viginum. Viginum, c'est une agence créée il y a pas très longtemps pour justement essayer de repérer les ingérences. Nous, on crée une branche un peu imaginaire de Viginum qui non seulement repérerait mais contre-attaquerait. Évidemment en dehors du droit, puisque le droit permet pas de contre-attaquer, puisque pour contre-attaquer dans ce domaine, c'est de la désinformation. C'est toujours sur la question de la fiction, du fait, du statut de la vérité, et finalement de ce sur quoi on débat. C'est Hannah Arendt qui disait la liberté d'expression est une farce si le thème du débat c'est les faits. On doit s'entendre sur les faits. Je fais le même métier que les journalistes du Figaro, on n'a pas le même point de vue. Je fais pas du tout le même métier que les gens, je dis les gens de CNews ou du JDD qui ne font plus de reportages, qui ne s'intéressent pas aux faits. Voilà. Jean-David, nous on a reçu Lisa Mandel il y a quelques épisodes et qui nous a dit, moi depuis que je fais de la BD du réel, je me rends compte que le réel est tellement fou, tellement bigger than life que j'ai plus tellement d'envie de faire de la BD de fiction. Toi, c'est quoi tes prochains projets? Est-ce que tu continues à travailler sur les résistants? T'as fait Manoukian, t'as travaillé sur Kappa, les grands photographes, ou est-ce que tu vas développer des projets de fiction de nouveau plus larges? Non, je fais tout
tout ce que je peux faire, donc ça tout m'intéresse toujours. Après, j'ai toujours fait des BD historiques, mais j'étais plus connu pour la science-fiction parce que ça se vendait mieux. Aujourd'hui, c'est Madeleine qui se vend mieux, donc je deviens un scénariste historique. Bon, dans les médias, ça vaut le coup d'être scénariste historique. J'aurais su, je l'aurais fait avant. C'est quand même mieux que d'être scénariste de science-fiction. On est un peu mieux Traité. un peu plus invité. ouais. Ça marche mieux. Mais blague à part, j'aime tout faire. Il faut continuer à s'amuser à faire de la bande dessinée. Je pense que c'est ça le principe. Bizarrement, même quand je fais les scènes de torture de Madeleine, je m'amuse parce que je travaille sur mon média, quoi. Donc j'essaye de trouver toujours des manières différentes de raconter, justement de pas me répéter, de pas refaire plein de fois la même chose. Si je regarde toutes les BD sur la Seconde Guerre mondiale que j'ai faites, il y a pas vraiment de répétition. Même si je travaille plusieurs fois sur Birkenau. Là, je vais tourner à Birkenau sur un monsieur qui a fait le Sonderkommando. Donc là, je pense que je suis au bout du bout de ce que je peux raconter sur les camps. Le Sonderkommando, c'est les gens qui s'occupaient de faire rentrer les gens dans les chambres à gaz, qui après leur prenaient leurs dents en or et qui brûlaient les corps. Donc là, on atteint vraiment les limites de comment on peut raconter ça. C'est un challenge. Je sais que ça va être dur. Il va falloir que je réfléchisse beaucoup, que je trouve des solutions graphiques. Je les connais pas encore, mais c'est ça qui est excitant. Pour rejoindre Lisa Mandel, c'est vrai que si on racontait l'histoire de Madeleine et que c'était une histoire pas vraie, on dirait que c'est impossible. C'est-à-dire on dirait mais ça peut pas arriver à quelqu'un, tout ça. Et puis encore, là c'est que le début, mais après on va aller justement en Algérie, au Vietnam. Est-ce qu'il y a une volonté justement de poursuivre après le tome 3 et de raconter toute sa vie? Mais du coup il va y avoir 50 tomes. Il y en aura 9 peut-être. Ouais. Bah le 4 ce sera la fin de la libération de Paris, juste derrière chez vous là. Et puis après on passe rencontre avec Paul Éluard, travaille chez Aragon avec Elsa Triolet, André Violis, Ho Chi Minh, voilà, ça devient c'est autre chose mais c'est tout aussi passionnant. Et puis comme son mari c'était Pierre Dex, elle connaissait bien Tillon qui a créé les FTP après qu'il était ministre des Armées sous De Gaulle. Donc il y a plein de choses formidables à raconter du siècle dernier qui nous aident à comprendre celui-là. Donc ça va être génial, mais en même temps je fais des adaptations de Burroughs de science-fiction pure, de pulp de l'époque. Voilà, c'est génial, faut pas se reposer sur les lauriers. Ça c'est s'il y a un des trucs que Madeleine m'a appris, c'est ça. C'est-à-dire que rien n'est jamais terminé, faut continuer. Moi j'ai écrit beaucoup dans ma vie, mais par rapport à elle, je suis un gamin. J'ai vendu pas mal de livres, mais par rapport à elle, je suis un gamin toujours parce qu'elle a vendu Les Linges de la Nuit à 1 million d'exemplaires. Donc quand je lui dis à Madeleine, c'est génial, on vient de dépasser les 100 000 avec le premier tome, elle me dit ouais, mais moi j'ai vendu 1 million d'exemplaires en 74 les gars. Donc c'est bien aussi d'avoir cette figure-là au-dessus de nous. Et puis finalement avec Dominique on fait l'autobiographie de Madeleine, c'est-à-dire elle peut pas dessiner, elle peut plus écrire parce qu'elle est aveugle. Donc on lui rend ce service-là. Donc on peut pas vraiment se prendre au sérieux parce que ce qu'on fait, on le fait pour elle. Elle m'a dit un jour tu verras très bien avec moi sans moi. Donc voilà, on verra ce qui se passera. Je vais aller la voir là d'ailleurs. Bah, c'est un bon mot de la fin, je pense. Merci. Merci à vous. Merci à vous. On aurait aimé parler un peu plus longtemps avec nos invités, mais un certain Michel Barnier devait ce jour-là faire un discours que Thomas Legrand ne pouvait manquer. Vous pouvez le retrouver, Thomas Legrand, chaque samedi sur France Inter dans l'émission Enquête de politique, mais également dans Libération tous les jours. Concernant Jean-David, il aura sans doute publié 114 albums entre le moment où nous enregistrons et la diffusion de cet épisode. On vous recommande toutefois chaudement tous les albums cités dans ce podcast, mais également L'Armée des Ombres, publié chez Phileas avec Emmanuel Moineau au dessin, d'après le célèbre roman documentaire de Joseph Kessel sur la résistance française. Si vous aimez la machine à écrire, n'hésitez pas à nous dire quels sont les invités que vous aimeriez entendre dans de prochains épisodes. Vous pouvez nous l'écrire dans les commentaires sur Apple Podcast et sur Instagram. N'hésitez pas non plus à nous proposer des thèmes et à nous partager les sujets d'écriture qui vous intéressent le plus. On fera de notre mieux pour les inclure dans de futurs épisodes. Et pour savoir quand un nouvel épisode est disponible, vous pouvez toujours vous inscrire à notre newsletter 5 bonnes histoires le vendredi qui compte déjà plusieurs milliers d'abonnés. Chaque vendredi, nous y partageons 5 récits marquants et étonnants sélectionnés avec amour par nos soins. Des livres, des BD, des séries, des films, des documentaires, de quoi vous divertir et vous émouvoir chaque fin de semaine. Vous y trouverez de quoi occuper vos soirées et aussi de bonnes idées cadeaux adaptées à tous les âges. Pour s'y inscrire, rien de plus simple, il suffit de cliquer sur le lien dans la description de l'épisode. Si vous le souhaitez, vous pouvez également nous suivre sur vos réseaux sociaux préférés et parlez-nous à votre entourage. Le bouche à oreille est le meilleur moyen de nous aider à grandir. Avant de se quitter, nous tenons à remercier la Société nationale de bande dessinée, l'atelier de Mathieu Sapin et Christophe Blin qui nous hébergent pour les enregistrements. Et surtout, un grand merci à vous pour votre soutien et votre fidélité. On se retrouve au prochain épisode. Et d'ici là, on vous dit à bientôt. Cet épisode est dédié à la mémoire de Madeleine Riffaut, à sa famille et à ses proches, et à tous ceux qui continuent de faire vivre sa flamme.